Red Flag, un podcast de l'OME, Observatoire de la maltraitance envers les enfants. Des jeunes témoignent. On demande d'être fine, donc plus tu seras fine, plus tu auras des chances d'avoir un solo, plus tu auras des chances d'être vue, de gagner un concours, etc. Ça a mené à des gros problèmes de troubles alimentaires, donc j'ai été hospitalisée par la suite pour l'anorexie. Des experts décryptent et s'engagent. C'est des jeunes, ils sont en croissance, en pleine puberté, il faut les laisser se développer dans un environnement sain et bienveillant. Donc des coachs comme ça, des profs de danse tyranniques, contrôlants, ça devrait être complètement interdit et ils devraient être punis, je trouve, par la loi. Red Flag, imaginé par Caroline Audin et Amandine Franzoni. Nous sommes psychologues chercheuses, doctorantes à l'UNIM. Et on pense que parler de la violence envers les jeunes, c'est essentiel. Red Flag, c'est un podcast pour aider les jeunes, parce que la violence, c'est jamais banal. Violence dans le couple, à l'école, dans la famille et dans le sport. Dans cet épisode, on va parler de violence dans le sport et plus spécifiquement de violence liée au poids. Avant d'écouter le témoignage d'Agnès, on vous donne quelques infos sur le sujet. La violence liée au poids, c'est une forme très spécifique de violence psychologique. On vous renvoie d'ailleurs à l'épisode de Lucie pour en savoir plus sur ce qu'est la violence en sport. Pour des chercheuses comme Christine Forti et ses collègues, le fait de forcer ou demander à un athlète d'adopter des comportements alimentaires malsains pour atteindre un poids idéal dans le sport pratiqué est considéré comme de la violence liée au poids. Ça peut être le fait de lui demander de faire un régime strict, de perdre du poids, d'utiliser des laxatifs ou de se faire vomir par exemple. Et ça peut autant être le ou la coach qui demande ce genre de choses à son athlète, qu'un ou une coéquipière, voire même un membre de l'équipe médicale de l'athlète, comme un médecin du sport par exemple. La violence liée au poids est très peu étudiée, donc il est difficile d'obtenir des chiffres. Mais dans ma thèse de doctorat, je me suis intéressée à cette thématique et j'ai interrogé plus de 1000 athlètes âgés entre 14 et 20 ans qui pratiquent un sport de compétition partout en Suisse. Et j'ai trouvé que plus de 6 athlètes sur 10 ont expérimenté au moins une fois un épisode de violence liée au poids au cours de leur carrière sportive, que ce soit par leur coach ou leurs camarades. Derrière les chiffres, il y a des victimes comme Agnès, qui a subi de la violence liée au poids de la part de sa professeure de danse. Agnès a commencé la danse classique à l'âge de 2 ans et en a pratiqué durant toute son enfance et son adolescence. C'est Nathalie Wenger, médecin généraliste interniste et médecin du sport chez GoTo à Morges, que vous allez entendre réagir au témoignage d'Agnès. Voici donc Agnès qui raconte ce qu'elle a vécu. J'ai pas une scène précise de violence, si je puis dire. Ça a plutôt été une charge mentale et une violence psychologique tout au long de, je dirais spécifiquement 3 années, les 3 années où j'étais au gymnase, où on mettait beaucoup la pression pour l'entraînement et aussi parce que la danse c'est un sport où on doit être fine et donc forcément il y a beaucoup de commentaires au niveau du corps et de comment on doit se comporter. Ça a mené à des gros problèmes de troubles alimentaires, donc j'ai été hospitalisée par la suite pour l'anorexie. C'était vraiment une longue période de ma vie où il faut se battre avec cette maladie. En plus de ça, on a la pression des entraîneurs et après de tout ce qui a été le corps, à proprement parler, en relation avec la danse, c'est qu'on demande d'être fine. Donc plus tu seras fine, plus tu auras des chances d'avoir un solo, plus tu auras des chances d'être vue, de gagner un concours, etc. Et donc, on arrive à 16 ans, on arrive au gymnase, on a déjà un corps qui se développe. Moi, il était quand même en retard de croissance. J'ai jamais eu mes règles de toute ma vie parce que j'ai eu trop d'entraînement et puis après, j'ai été malade. Mais on commence à avoir un peu plus de forme et on voit que le jugement des professeurs sont quand même altérés et qu'on a des commentaires en mode rentre un peu le ventre, fais attention, t'as les fesses qui sortent ou je me souviens d'un commentaire un peu bête. Si tu perds un peu de poids, t'aurais des mains plus fines et vu que t'as des courtes mains, ce serait bien. Avec du recul, quand je me dis, mais elle m'a dit ça, je me dis, mais mon Dieu, mais comment elle allait chercher ça ? C'était pour elle, j'avais un cou trop petit et des bras trop petits, du coup il fallait être plus fine. Et en fait, je pense que souvent les troubles alimentaires dans ces sports, ils s'insinuent de manière inconsciente et en fait au début quand tu perds du poids, c'est vraiment encouragé. Et ce qui est terrible, c'est que c'est encouragé, mais c'est que du coup par contre, ta famille, donc moi la famille de la danse, j'ai mes copines,
ça crée vraiment une ambiance terrible parce que t'es plus regardé, t'es plus corrigé, t'es mis en avant. Ce qui est terrible aussi, c'est que tu gagnes plus. Enfin, moi, je gagnais plus de concours. Mais c'est aussi qu'autour de toi, du coup, les gens commencent à vouloir faire la même chose. Et c'est vraiment un cercle vicieux. Jusqu'à ce que tout à coup, peut-être, elles se disent là, c'est quand même un petit peu trop. Genre, on voit qu'elle a moins d'énergie, on voit qu'elle n'arrive pas à danser. Et elle te fait un petit commentaire de oui, tu sais, ce serait bien de manger des noix entre deux. Voilà, mais pas pour reprendre du poids, hein, t'es très bien comme ça. Hein, mais c'est juste pour avoir un peu d'énergie. Donc il y avait aussi tout ce côté de elle se voilait la face. Et quand on a dû m'arrêter parce que vraiment, j'allais vraiment pas bien, mon cœur battait moins, enfin était faible et tout. Elle est arrivée en mode oui, c'est vrai, j'ai vu qu'elle avait perdu un peu de poids, mais je lui ai touché un mot, puis je pense que ça va aller mieux d'ici une semaine. Et c'était tout le temps ça en fait, c'était se voiler la face sur il faut revenir vite à l'entraînement. Au début, elle était encourageante dans le sens où elle prenait de mes nouvelles. Et puis après une semaine, elle était en mode bon, est-ce que t'as pris du poids, etc. Et puis j'étais en mode oui, puis elle était en mode ah, trop cool, donc on te revoit bientôt. Moi, j'ai repris 20 kilos, hein. Donc c'est pas à bout de 100 grammes qu'on va y arriver, quoi. Et puis au bout d'un moment, on a quand même dû lui dire oui, je prends du poids, mais genre, ça va pas être tout de suite. Et là, elle a pété un câble. Non mais c'est pas possible, tu vas tout perdre, essaie d'aller plus vite, ou enlève les médecins, ils devraient pas être dans tes pattes. Enfin, là, ma famille était en mode ok, il va falloir vraiment te distancer de cette personne parce que juste tu as besoin de te soigner. Et heureusement que ma famille a été là et que j'ai pas eu une famille qui m'a poussée à aller dans la danse parce que sinon j'aurais continué comme ça tout du long, quoi. Moi, je ressentais constamment une anxiété. Constamment, avant d'ouvrir cette porte, j'avais peur. Enfin, je me disais, il va falloir être à la hauteur, sinon je vais avoir des commentaires. Et puis même, les corrections, c'est jamais fait de manière très pédagogique, je trouve. C'est toujours assez violent. Prends ton ventre, serre les fesses. Des fois, elle nous hurlait dessus de nous dire, je vous ai déjà dit 30 fois ça, arrêtez de faire comme ça. Puis t'es en mode, oui, mais j'essaye, mais j'arrive pas. Puis après, de juste continuer et dire, ouais, bah, si tu fais pas d'efforts, tu vas jamais y arriver. Vous grandissez, il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention, vous savez que la danse, on préfère les filles qui sont fines. Voilà. Après, j'avais jamais été très formée comme ça, donc j'ai pas eu de remarques plus explicites. Mais il y a des filles sous moi qui avaient 12 ans, une fille peut-être avec plus de forme, et encore, on est très loin des formes, qu'on s'entende. Et là, je sais qu'elle lui a fait énormément de remarques. Et ce que je comprends pas, c'est que c'était la période où moi, j'avais été hospitalisée. Donc moi, j'étais gravement malade. Et moi, cette fille m'avait raconté que justement, elle lui faisait des commentaires. Elle allait dans les vestiaires vérifier ce que les filles mangeaient. Elle lui prenait son sandwich. Elle lui disait, mais non, tu vas pas manger. C'est terrible d'en arriver là. La fille, aujourd'hui, elle va s'entraîner 5 heures. Et tu dis, non, tu prends pas ton sandwich. Enfin, on est où pour une fille qui a 12 ans ? Et puis le problème, c'est que du coup, les filles n'osent pas en parler et dire « Ok, on voit que t'es maigre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va ?» C'est plutôt qu'on va devenir tout omnibulé par la nourriture. Soit on ment, on dit « Ah oui, j'ai mangé ce matin 4 tartines, du coup c'est pour ça que j'ai pas faim. » Ou à l'inverse, il y en a qui vont essayer de se justifier parce que du coup il y a des crises de boulimie qui arrivent. Et puis après... on va pas se comparer le corps, on va pas se dire « Oh, toi, t'es plus mince ici !» Mais c'est des regards, c'est énormément de regards. Moi, je me souviens quand j'étais fine, bon, il y a aussi une part de maladie, hein, mais d'être vraiment scrutée par les personnes. Et je pense que oui, il y avait un côté où les filles regardaient. Je pense à un mélange de peur et un mélange de « Ah, moi, je suis pas comme ça, c'est compliqué, quoi. » Nathalie Wenger, qu'est-ce que vous inspire cette première partie du témoignage d'Agnès ? C'est un témoignage très touchant, poignant, enfin affreux, horrible, qui m'attriste, qui me touche vraiment beaucoup. Je trouve que c'est horrible et qu'aucun jeune ne devrait vivre ceci pour du sport, en fait. À la base, le sport, c'est bon pour la santé, tant mentale que physique. C'est presque irréel, en fait. Mais malheureusement, c'est la réalité. J'en vois presque tous les jours. On va pas être trop pessimiste, toutes les semaines. C'est des jeunes, ils sont en croissance, en pleine puberté. Il faut les laisser se développer dans un environnement sain et bienveillant. Donc, des coachs comme ça, des profs de danse tyranniques, contrôlants, ça devrait être complètement interdit et ils devraient être punis, je trouve, par la loi. 3 ans, c'est long. On peut bien imaginer qu'Agnès a vécu l'enfer, en fait. Elle arrive à en parler maintenant. Chapeau à elle, bravo.
C'est vraiment un témoignage très touchant, prenant et je pense très utile, j'espère, pour les autres. Après, c'est clair que la danse, ça reste un sport exigeant, hein. Je dis pas le contraire, il faut travailler comme dans d'autres sports, bien sûr. Mais oui, si on veut arriver à haut niveau, il faut travailler, il y a beaucoup d'heures de présence, il y a beaucoup d'exercices à répéter. Mais je suis persuadée que dans une ambiance bienveillante, positive, avec un feedback positif, des coachs et des profs gentils, ça irait aussi. Le problème, c'est qu'on se bat, mes collègues et moi, contre des espèces de croyances populaires, notamment dans la danse, qu'il faut être maigre, il faut rentrer le ventre, il faut avoir des cuisses super fines. Et souvent, c'est un peu comme dans les violences intrafamiliales, c'est simplement que la prof de danse reproduit ce qu'elle-même a vécu. Souvent, ces profs de danse, c'est des anciennes danseuses d'opéra. Et elles viennent d'une époque où il n'y avait que ça, malheureusement. Elles s'en sont sorties, a priori, on ne sait pas trop quand même comment elles vont mentalement. Et elles reproduisent cette technique d'entraînement parce qu'elles croient qu'il n'y a que ça qui va fonctionner pour devenir des petites danseuses d'opéra comme elles. La même chose dans d'autres sports, certains coachs qui reproduisent en fait ces techniques d'entraînement violentes. Donc c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit se battre. Et puis, il ne faut pas oublier que un ou une adolescente sportive ou sportif, c'est pas des adultes. On peut pas les entraîner comme des adultes qui ont un cerveau mature, fini, capable de prendre du recul, de pas se comparer aux autres, comme elle dit. Donc c'est vraiment toute une tranche d'âge de population vraiment différente, très intéressante d'ailleurs, mais auquel il faut vraiment faire attention. Parce que le cerveau à l'adolescence, il est très très vulnérable et c'est justement là qu'on peut déclencher énormément de troubles du comportement alimentaire comme Agnès, mais aussi des dépressions, des anxiétés, une mauvaise estime de soi. Et est-ce que les jeunes qui pratiquent un sport esthétique comme la danse développent forcément des troubles alimentaires ? Non, heureusement. C'est juste que la danse fait partie des sports fortement à risque, du fait que c'est qu'il y a ces croyances dont j'ai parlé avant, avec cette espèce d'image de la danseuse maigre, alors que de nos jours, il y a des grands ballets qui ont compris qu'il faut en fait des danseuses musclées pour aller plus haut, faire plus de pirouettes, etc. C'est vrai que ajouter la danse plus l'adolescence, où le cerveau est vulnérable, où le corps change tous les 3 mois, que les filles prennent des formes, c'est normal, c'est physiologique, comme on dit. Elles doivent accepter ces changements, plus la pression, soit de l'entourage, comme elle a dit, Agnès. Ses parents, heureusement, ne mettaient pas de pression, mais il y en a qui le mettent. Plus les coachs, plus encore la pression qu'elles se mettent elles-mêmes, parce que souvent, quand même, les sportifs de bon niveau sont perfectionnistes. On peut le voir. C'est ce qui fait qu'ils arrivent à tout gérer souvent, mais plus encore les réseaux sociaux et la comparaison soit avec les autres jeunes, soit les adultes auxquels ils veulent ressembler. Plus encore dans les vestiaires, dans la danse, elles sont tout le temps devant des miroirs, en juste au corps. Tout ça, ça fait un bon mélange pour en fait exploser et développer ces troubles du comportement alimentaire. Mais disons, c'est pas juste la danse ou juste la pression de la coach. Il faut quand même souvent un enchaînement de facteurs de risque, comme on dit, pour déclencher cette maladie chez des gens probablement quand même prédisposés dans leur cerveau, mais on n'a pas encore tout élucidé au niveau de la science à ce niveau-là. Agnès, elle dit qu'elle n'a jamais eu ses règles. Est-ce que ça, c'est une conséquence à ces troubles alimentaires ? Et est-ce qu'il y a d'autres conséquences à court et à long terme qui sont possibles quand on subit ce type de violence ? Les règles doivent arriver à 16 ans ou plus tard, on dit, physiologiquement, nous les médecins et les gynécologues. Si à 16 ans, il n'y a pas de règles, on doit faire des examens. Il peut y avoir d'autres causes, mais une des causes dont on parle là, c'est justement que la jeune fille ne mange pas assez par rapport à tout ce qu'elle s'entraîne ou tout ce qu'elle dépense. En général, on dépense quand même en faisant du sport. Alors, soit ça peut être non volontaire, donc ça s'appelle un déficit énergétique lié au sport, c'est le REDS en anglais. Soit c'est justement dans la catégorie des troubles du comportement alimentaire, qui sont en fait des maladies classées dans les addictions. Il y a des mécanismes qui font que la jeune est félicitée en fait par son cerveau, par elle-même, si elle ne mange pas. Du coup, ça rentre dans un cercle vicieux. Et donc, du coup, ces troubles du comportement alimentaire ou ce déficit énergétique, il peut y avoir il y a souvent les deux, font qu'en fait, le corps se met en mode économie d'énergie. Il n'a pas assez d'énergie. Donc, il va juste parer au plus urgent pour survivre. Donc, il va s'occuper de faire battre le cœur, de faire fonctionner les poumons, le foie, les reins, et puis c'est à peu près tout. Le cerveau, en général, il fonctionne au ralenti.
Les muscles, ils fondent, le moral, il descend, l'énergie, elle baisse. Et puis, justement, le système de la reproduction, comme on dit, donc toutes les hormones féminines, sexuelles, qui font que les filles ont leurs règles, se mettent en berne, se mettent en pause, parce qu'en fait, c'est pas du tout le moment d'avoir ces règles ou d'avoir une grossesse. Donc ça, c'est un des signes, en fait, phares, on va dire, un des symptômes typiques du manque d'énergie. Associé au stress aussi, le stress n'aide pas du tout pour que les règles soient régulières. Chez les garçons, on n'a pas ce signe, malheureusement. Je dis malheureusement, parce que pour nous, les médecins, c'est quand même très pratique de pouvoir détecter ceci. Les filles n'auront pas leurs règles, et en fait, ce qu'elles ne se rendent pas compte, parce qu'elles trouvent ça très pratique, à cet âge-là, c'est surtout pour la danse ou la natation, c'est super de ne pas avoir ses règles, c'est mieux. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, et ce que les gens oublient ou ne savent pas, c'est qu'en fait, si on a ces règles, ça veut dire qu'on a assez d'hormones dans le corps, notamment les œstrogènes. Et ces œstrogènes sont très importants pour, en fait, solidifier les os. Et en fait, Agnès, durant toute son adolescence, elle n'a pas eu ses règles, donc elle n'a pas eu d'œstrogènes. Et donc, du coup, elle n'a pas du tout fortifié ses os. Même si elle a mangé du calcium, bon, en plus, elle ne mangeait pas, mais même si elle a mangé du calcium, ses os auront, en fait, un retard de consolidation. Et ce retard n'est malheureusement pas complètement réversible. Même si elle est guérie, là, maintenant, d'après ce qu'elle dit, tous les adolescents ont jusqu'à 20 ans pour construire leur solidité maximale, leur capital osseux, comme on dit, pour le reste de leur vie. Et à 20 ans, ils atteignent le maximum et après, ils vont vivre avec. Et puis, avec les années, avec la ménopause chez les femmes, à 50 ans, ça va commencer à baisser, cette solidité osseuse. Donc ça, c'est une des conséquences, en fait, très dangereuses d'une anorexie à l'adolescence. Mais ce dont on ne parle pas non plus, c'est qu'il y a aussi d'autres conséquences irréversibles, notamment sur le mental, le psychisme, l'estime de soi, le moral, etc. Red flag. Ce que je trouve vraiment aberrant dans le témoignage d'Agnès, c'est cette façon de la coach de faire un peu l'autruche face aux problématiques alimentaires de son athlète. Quelle est votre position face à ça, quand un coach va dire « oui, mais tu ne devrais pas avoir les médecins sur le dos ». C'est affligeant. On a des contre-exemples où ça se passe très bien, la relation coach et médecin. Mais c'est vrai qu'on est un peu les opposés. Si on est un peu cliché, c'est que le coach, il pousse l'athlète, puis nous, on le freine s'il y a un problème. Alors qu'on est là, en fait, pour les accompagner tout au long de leur vie, mais pour qu'ils restent en bonne santé. Et puis, je pense qu'un des soucis, c'est que les coachs ne sont pas assez bien formés. Ils n'ont aucune notion, en tout cas en nutrition, il y a des études qui le prouvent. Les coachs, les athlètes, les parents d'athlètes n'ont aucune notion juste de nutrition du sport. Et puis, de nouveau, on retombe sur ces fameuses croyances où probablement que cette prof de danse, elle a été toute sa vie danseuse privée de nourriture. Puis elle, on va dire, elle s'en est sortie. Je ne sais pas combien elle a eu de fractures de fatigue, possiblement, elle ne le dit pas. Mais elle reproduit ça parce qu'elle pense que c'est le seul moyen d'y arriver. Mais parce qu'elle n'est pas non plus au courant, en fait, de la théorie scientifique de pourquoi il faut manger et qu'est-ce qu'il faut manger pour nourrir ses muscles, etc. On est bien d'accord qu'il faut bien manger, mais il faut manger et assez. Et elle n'est pas du tout au courant non plus de toutes ces conséquences sur le corps entier qu'un déficit énergétique peut avoir. Il n'y a pas seulement sur les règles et les os, je parlais que de ça parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures de ce REDS. En plus, c'est une de mes spécialités. Mais en fait, vu que c'est lié à plein d'hormones dans le corps, ça agit sur tous les systèmes du corps. Ouais, chacun son métier, quoi. Eux, ils sont coachs. Moi, je ne vais pas aller donner une leçon de danse, je ne sais pas. Moi, je suis médecin du sport, donc c'est à moi d'expliquer comment il faut se guérir et manger. Je trouve ça tellement fou qu'ils disent « mais il faut que ça aille plus vite, faut plus que tu ailles voir ces médecins, dis-leur de se dépêcher ou enlève-les de ta vie. » Heureusement qu'elle avait des parents sensés, cette Agnès. Je pense que ça l'a sauvée. Ces jeunes, eux, ils sont aussi en quête d'identité, en quête de savoir ce qu'ils vont devenir dans leur avenir. Et ils connaissent pas tout, ils se remettent à des adultes, c'est des jeunes, ils se disent « c'est ma coach, elle est adulte, elle doit savoir la vérité vraie. » Et du coup, si la coach dit le contraire du médecin, c'est aussi hyper déstabilisant pour ces jeunes qui sont déjà pas forcément bien dans leur peau. Donc c'est vrai que plus on a un discours pareil, sensé, aligné, mieux ça se passe. Voici la suite du témoignage d'Agnès qui nous explique comment son entourage a réagi face à sa situation et l'aide qu'elle a obtenue. Il y a eu spécifiquement, je pense, un mois où, grosso modo, je mangeais une pomme par jour, donc forcément, mon poids a chuté drastiquement. Et c'est mon frère qui a averti mes parents en me voyant une fois à la douche,
Parce que du coup, je me cachais, la technique des pulls larges, etc. Mais c'est mon frère qui allait dire... Enfin, littéralement, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, et au gymnase, ma meilleure amie à l'époque, elle faisait aussi de la danse dans une autre école. Et elle avait déjà eu dans son école des personnes qui avaient souffert de troubles alimentaires, donc elle connaissait en soi. En fait, c'est compliqué d'aborder la personne quand elle a des troubles alimentaires, surtout quand on est jeune, on ne sait pas comment faire. Ça pouvait être aller sur l'agressivité et dire « oui, mais tu n'as pas que mangé ça » ou « me dis pas que tu as mangé, je sais très bien que tu n'as pas mangé ». Enfin, ou des fois, elle a essayé de me dire « mais t'es sûre que ça va ?» Et en fait, quand on est malade, juste on est fermé, quoi. Enfin, on n'a pas envie. Donc forcément, moi, je me suis éloignée et elle, je sais aussi que ça l'a mis très mal. Je pense qu'en plus, quand on est ado, je pense à même d'autres filles autour de moi, c'est une période où souvent on ne se sent pas très bien dans sa peau. Et au début, quand on voit quelqu'un réussir à perdre du poids, hein, je mets des gros guillemets sur réussir, y a un peu un côté de jalousie de se dire « ah mais elle arrive à faire un régime, à tenir ». Donc il y a ce côté de on a peur et en même temps, on est tiraillé par elle y arrive, quoi. Du coup, ma famille, j'allais aussi des fois les week-ends, je montais des fois à la montagne. Et du coup, là, on a eu des repas ensemble et c'était à Noël. Et là, ils étaient en mode tu comptes manger tes 2 haricots ou tu comptes les déchiqueter jusqu'à la fin, quoi. Et là, ils se sont dit ok, il y a un problème, ça va pas du tout, quoi. Et puis après, du coup, on a mis en marche plein de choses. Et à ce moment-là, moi, j'étais aussi ouverte à demander de l'aide parce que de mon côté, en fait, de base, je suis quelqu'un qui est joyeux, qui aime sortir, qui aime faire la fête. Et je me souviens que le matin, je n'arrivais pas à me lever. Enfin, genre vraiment, littéralement, je n'arrivais plus à me lever. Et je me souviens d'avoir genre éclaté en sanglots une fois dans le train face à des copines et dire j'y arrive pas. Enfin, genre, je crois que je vais mourir. Enfin, bientôt, là, je tiens plus, quoi. Et donc, là, j'ai été preneuse d'aide. En plus avec ma ressource familiale, donc c'est comme ça qu'on a engendré le processus. On entend bien que le temps de la prise de conscience est long et qu'il est compliqué de parler. Mais d'après vous, Nathalie Wenger, comment on peut se sortir de ce type de situation ? Oser dire que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'elle ne se sente pas bien, sans avoir honte, sans tabou. Nous, on s'occupe vraiment dans notre centre d'adolescents sans aucun tabou. Elle a été sauvée par son frère, heureusement, qui a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était probablement très inquiet et qui a eu peur, je pense. Et Dieu merci, après, ça s'est enclenché. Mais il faut quand même dire que plus on prend le problème tôt, plus vite on s'en sortira. C'est déjà compliqué et déjà assez long, en fait, de sortir de cette maladie, mais c'est guérissable. Ça, c'est hyper important aussi. C'est une maladie guérissable. Par contre, c'est quand même une maladie qui tue les jeunes en Suisse. Les jeunes en Suisse sont relativement en bonne santé, mais l'anorexie fait partie des maladies qui les tuent parce que le cœur s'arrête. Il ralentit comme elle a eu, Agnès d'ailleurs, puis il s'arrête. Mais on entend bien ce qu'elle dit, Agnès, c'est qu'elle n'était pas ouverte à en parler. Alors ça, c'est vrai que c'est un point très important aussi. Des fois, l'entourage le dit depuis des mois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils sont inquiets, mais elles sont très très fortes pour cacher la maladie. Elle le dit, il y a des techniques. Elles sont tellement prises dans cette maladie qui au début est euphorisante. Plus elles perdent du poids, plus il y a des sécrétions de dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la bonne humeur dans le cerveau, plus elles se sentent en fait super puissantes. Au début, en plus de ça, il y a la phase honeymoon, comme on dit, où elles ont un petit peu plus d'énergie, mais ça dure pas. Et ensuite, après, la plupart, elles disent « mais j'avais tellement honte, j'oserais pas en parler ». Il faut en parler à la première personne de confiance. Elle a dit son amie. Après, théoriquement, il faudrait quand même en parler à des adultes responsables. Mais c'est vrai qu'il faut juste oser en parler et puis ensuite accepter de se faire soigner. Mais ça peut prendre du temps, justement. Et c'est là que l'entourage joue vraiment un rôle crucial, notamment les parents. Parce que là, on parle quand même de jeunes mineurs, c'est quand même les parents qui sont responsables. Et puis, l'enlever de ce milieu toxique, ça fait partie aussi de... Enfin, en tout cas, chez Agnès, la personne toxique, c'était sa prof de danse. Mais chez d'autres, ça peut être d'autres filles de la danse qui lui mettent la pression. D'autres, ça peut être des comptes Instagram, genre Healthy Food ou What I Eat in a Day. C'est une catastrophe. Tout ça, il faut tout stopper parce que ça alimente le cerveau. On a demandé à Agnès si à l'époque, elle s'était rendue compte que ce qu'elle vivait, c'était de la violence. Et qu'est-ce qu'elle pense de ça maintenant ? Moi, je ne l'ai pas vu tout de suite comme une violence dans le sport. Mais il faut qu'on arrête de normaliser ça. Je souhaite vraiment qu'un jour, on change ce mode de pensée.
je tiens quand même à préciser, j'ai aimé la danse de base. C'est vraiment quelque chose de plaisir. Mais quand c'est devenu en fait un devoir, où j'étais obligée de faire ces entraînements et j'étais poussée à, ben là, ça l'était plus. Simplement, je m'en rendais pas compte sur le moment, quoi. Et quelque chose de beau que des petites filles adorent faire. Moi, je dansais devant la télé. Je sais que mon père était en mode, je t'en supplie, arrête de danser, j'en peux plus. Et ben, on m'a enlevé ça. Et ça, c'était un truc, mes parents étaient en mode, mais comment c'est possible ? Donc, si un jour on peut vraiment faire changer les choses, au moins en Suisse, Oui. ce serait génial. Oui, et nous, on se bat là contre tous les jours. Oui, il faut arrêter de banaliser. Déjà, la violence psychologique, c'est souvent banalisé. Les gens, ils croient que la violence, c'est juste les abus sexuels, en gros. Mais non, il y a la violence psychologique, il y a la violence physique, il y a la négligence aussi, qui fait partie du chapitre de la maltraitance, notamment dans le sport. Et c'est vrai que c'est tellement banalisé, cette violence psychologique, par ces coachs qui hurlent, qui gueulent, qui critiquent, qui disent « rentre tes fesses » ou « t'es trop grosse » ou « tes mains sont pas assez fines ». Agnès, elle dansait tous les jours, environ 25 heures par semaine en fait. Donc c'est pas juste une fois par semaine qu'elle se prend des remarques de la coach, c'est tous les jours pendant 4-5 heures. Et puis les critiques, c'est devant les autres aussi souvent, c'est ça le problème. Il faut arrêter de banaliser, il faut arrêter de dire « oui, mais moi j'ai vécu ça toute ma vie, puis ça a très bien été ». Puis il y a d'autres techniques pour faire des danseuses étoiles. Avant la question qu'elle vous a adressée, voici ce qu'Agnès a envie de dire aux jeunes athlètes. T'es pas obligé de souffrir pour pouvoir progresser. T'es pas obligé de te surentraîner pour pouvoir t'améliorer. Red flag. Red flag. Et surtout, tu es la seule à pouvoir choisir ce que tu veux faire. Si tu as trop de pression, tu peux aussi changer d'école, aller ailleurs. J'aurais aimé changer plus vite de coach, d'avoir plus rapidement la lueur d'esprit, de se dire la vie, c'est aussi du plaisir dans la danse, mais aussi à côté. Donc vraiment pouvoir se ressourcer physiquement. J'aurais aimé avoir la force de dire ok, 1 jour par semaine, j'ai une pause obligatoire. Vraiment. Et après, j'aurais aimé encourager le social. Parce que du coup, maintenant, je le découvre. Mais je l'ai découvert à 18 ans, quoi. Alors que je pense que si je m'étais nourrie socialement de mes amis, même d'autres domaines artistiques, de pouvoir toucher même à peut-être d'autres sports, j'aurais aussi fait mûrir une autre créativité, une autre maturité que d'être tout le temps dans le même tunnel. Donc du repos physique, mental et une ressource sociale, quoi. Essayer de se raccrocher à ses valeurs. Pourquoi j'étais en train de danser ? Qu'est-ce que de base m'a fait démarrer ce sport ? Et essayer de comprendre si là, actuellement, c'est encore en accord avec ce qu'on voulait de base. Donc, pour ma part, c'était plus en accord avec la petite fille qui dansait dans la télé. Elle a tout juste Agnès, non, Nathalie Wenger ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est touchant ce qu'elle dit, il faut garder, mais c'est vrai, c'est le maître mot que je dis toujours numéro 1, c'est garder du plaisir. Dès le moment où il n'y a plus de plaisir, il faut chercher la cause, le problème. Également s'il y a de la fatigue. Mais comme elle dit, en plus ça doit être un choix, c'est ta vie. Enfin, ils doivent choisir leur vie. Et puis le sport, encore une fois, à la base, ça doit être fun. Et puis c'est pour s'amuser et être en bonne santé. Donc si ça devient une souffrance, une angoisse tous les jours, ça va pas du tout. Je nuancerais juste t'es pas obligé d'être en surentraînement pour y arriver, surentraînement ou surcharge. Alors non, il faut même pas être en surentraînement parce que c'est vraiment contre-productif. Ça nuit au corps, ça nuit aux performances, ça va faire des contre-performances, on va se blesser, être tout le temps malade, avoir des fractures de fatigue et puis pas du tout performer et s'améliorer. Donc il faut pas être en surentraînement. Et puis un point très important dont elle parle aussi, c'est oser dire que ça va pas et oser changer de club, changer d'entraîneur, partir en fait de ces milieux toxiques, même si c'est difficile parce qu'on croit que c'est le seul endroit où on va devenir un champion ou une championne ou une danseuse incroyable, parce qu'il y a le coach qui dit si tu te barres, je te ruine ta carrière, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de chantage des fois parce qu'il y a quand même des coachs qui investissent énormément et ils sont très frustrés si le jeune change de club. Mais il faut bien se dire qu'à 12, 13, 16 ans, ça ne change pas une carrière si on change d'entraîneur. Au contraire, il faut trouver l'entraîneur sain qui aura des moyens, en fait, positifs et bienveillants pour encourager et faire améliorer son athlète.
Et puis, je le répète toujours, mais il faut un entourage sain autour du jeune pour qu'il performe. Nous, notre slogan, c'est « Santé globale pour une performance durable ». Donc, en fait, sans la santé, il n'y a pas de performance. Et puis, un autre point aussi qu'elle relève à la fin, qu'elle a découvert le social, le côté social. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de tellement important à leur âge. Les ados, ils doivent être avec les gens de leur âge, découvrir la vie, sortir... avoir des passions autres que le sport, discuter avec eux, avoir une vie d'ado, quoi. Et ça, si on la leur enlève à cet âge-là, ils l'auront jamais. Et puis, ça se rattrape pas tellement non plus, y compris dans le développement cérébral. Et maintenant, voici la question d'Agnès. Est-ce que concrètement, actuellement, ils sont en train de faire des choses pour faire bouger toutes les institutions? Donc, je parle surtout en Suisse. Certes, il y a de la prévention, mais je me demande à quel point on va voir dans les écoles ce qui se passe et à quel point on pourrait vraiment faire bouger les choses. Oui, Agnès, on y travaille, on éduque, on forme, on sensibilise, on fait des podcasts, comme aujourd'hui, on fait des émissions radio, télé, le plus qu'on peut. On forme aussi les pédiatres, les médecins à détecter en fait quand il y a un problème, les coachs. Et on va dans les écoles, les clubs, mais... je pense que ça va malheureusement prendre du temps pour changer ces normes, ces dogmes, ces croyances. Je pense qu'il faut prendre appui sur des bons exemples. On a une école de danse avec qui on travaille où ça se passe super bien. Personne n'est en mauvaise santé, il y a hyper peu de blessures, il n'y a aucune remarque sur la nourriture, le corps, et il y a aussi des danseuses super fortes, quoi. Et puis, il y a quand même au niveau suisse une plateforme maintenant de dénonciation anonyme sur le site de Swiss Sport Integrity. Donc moi, j'encourage toujours mes jeunes à dénoncer là-bas s'il y a vraiment des soucis impossibles à gérer avec de la communication verbale. Soit moi, j'appelle le coach, soit les parents discutent avec. Ça, j'encourage toujours, plutôt que de direct dénoncer. Et puis, il y a des associations comme NU qui vont sensibiliser des écoles, des clubs qui vont sur les manifestations sportives pour sensibiliser tout le monde, le plus possible, le maximum de personnes. Merci beaucoup Nathalie Wenger pour votre intervention dans cet épisode. Avant de terminer, on aimerait revenir sur certaines situations pour savoir si ce sont des red flags ou non. Un coach qui demande de faire un certain poids ou d'en perdre, red flag? Oui, surtout la façon dont il le dit, je pense. Ne jamais avoir ses règles, red flag? Si elles sont pas là à 16 ans, oui. Ou alors si la jeune fille les avait de manière plus ou moins régulière, ça met 2 ans à se régulariser, et puis que tout d'un coup elle les a plus pendant 3 mois, là c'est red flag, faut consulter. Ressentir de l'anxiété ou une boule au ventre avant d'aller aux entraînements, red flag? Oui, c'est tellement horrible. Il y a un problème. Alors c'est pas forcément de la maltraitance, mais ça peut être un des signes numéro 1 aussi. Un coach qui met en avant la minceur d'un autre athlète, red flag? Oui. On n'a pas du tout envie qu'il passe par là pour encourager son athlète. C'est vraiment de la pression inutile, une menace, du chantage, alors que le jeune est en train de se développer. Elle n'a pas fini sa croissance. Perdre le plaisir de son sport, red flag? Oh oui. Comme je dis toujours, on parle à des jeunes, c'est pas encore des sportifs professionnels qui gagnent leur vie avec ça. Ça doit rester plaisir en numéro 1. Et comment reconnaître ces situations red flag? C'est ce qu'on dit souvent aux parents ou aux coachs bienveillants. Les signes quand même qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est une baisse de morale. Agnès, elle avait presque tout, mais c'est une baisse de morale, une fatigue, les notes qui chutent à l'école, des oublis, une espèce de somnolence comme ça, une nonchalance, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, parce qu'il y en a, ils mangent plus, mais d'autres, ils mangent plus, des variations du poids, un arrêt de la croissance, que ce soit le poids ou la taille chez les jeunes, l'arrêt ou la non-apparition des règles à 16 ans, des blessures à répétition, ça c'est quand même aussi un signe qu'il y a trop et ou qu'il y a autre chose. L'isolement social, les angoisses, tout ça c'est aussi très important à cet âge-là, il se passe quelque chose. Ceux qui sont tout le temps malades tout l'hiver, qui ont tout le temps des rhumes, ou alors tous les rhumes finissent en sinusite, ça c'est aussi un signe que le corps il fonctionne moins bien, et ça peut être lié à de la maltraitance. Et puis, ce que je dis souvent aux parents, qui sont quand même les gens qui connaissent le mieux leurs enfants, c'est s'ils remarquent un changement de comportement. En fait, là, il faut se poser des questions. Merci, Nathalie Wenger. Si ce que vous venez d'entendre vous fait penser à une situation que vous vivez ou vous fait penser à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à faire appel aux ressources qui sont en description de l'épisode. Un grand merci à Agnès pour son témoignage. C'est jamais facile de se confier.
Mais grâce à ces jeunes qui ont accepté de le faire pour Red Flag, ça peut aider d'autres victimes. Cette parole, elle participe à la lutte contre les violences envers les jeunes. La violence, c'est pas normal et ça le sera jamais. C'est pas facile, mais essayez de pas rester seul.